Nous allons démarrer la séance. Bonsoir. Bien. Avant d'ouvrir officiellement la séance de ce conseil municipal, je voulais vous proposer d'avoir une pensée et quelques mots pour Richard Duvauchel, qui est décédé récemment. Et bien sûr, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous le connaissaient. Richard Duvauchel a marqué évidemment notre ville, notre territoire, par sa personnalité, son engagement et l'énergie qu'il a mis dans la vie de pas mal de ses projets et dans la vie de la commune. Il a été directeur de l'hôtel de l'Aigle Noir, mais également ancien élu, sous Paul Serramy d'abord, puis sous Paul Dubrulle. Il a également été adjoint au maire. Il était également conseiller municipal d'opposition de 2014 à 2020. Depuis 2020, il était élu au conseil municipal de La Chapelle-la-Reine, commune où il résidait. Un acteur économique infatigable, fédérateur de nombreuses initiatives pour le développement de l'hôtellerie, du tourisme, développeur de partenariats à l'international, comme à Siem Reap, ville jumelée avec Fontainebleau depuis 22 ans, où il a d'ailleurs contribué aussi à la création de cette école hôtelière Paul Dubrulle, qui fête d'ailleurs cette année ses 20 ans. Très engagé également auprès du Rotary, amoureux d'histoire, il est mécène historique du château de Fontainebleau et élu, comme je l'ai dit, engagé, passionné, et il avait des engagements évidemment multiples. Je pense qu'il était important ce soir que le conseil municipal lui rende un hommage, et je vais vous inviter à respecter 1 minute de silence. Merci. Je vais vous faire mention des pouvoirs qui nous ont été signalés. Judith Reynaud donne pouvoir à Isabelle Bolger. J'ai le pouvoir de Thibaut Flynn. Virginie Larue donne pouvoir à Gwenaëlle Claire. Adélaïde Sassine à Antoine Ingold. Hélène Dupuis a donné pouvoir à M. Julien. Audrey Tamborini a donné pouvoir à Mme Imo Malric. Et Cédric Thomas à M. Le Cerf. J'ai rien oublié? Parfait. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Olivier Perrault est là. Olivier, si tu veux bien, je t'en remercie. On va ouvrir avec la liste des décisions prises. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions, s'il vous plaît? Monsieur Le Cerf.
Vous m'entendez? Ouais. Voilà. Donc on voit que la période de mise à disposition correspond à la période scolaire. Je voulais savoir quelle fonction occupent ces bénéficiaires, quels critères déterminent l'attribution de ces logements, quel en est le nombre et comment cela est géré par la ville. Merci. Merci. Alors, ces logements ne sont pas nécessairement attribués pour raison de service ou pas uniquement pour des personnes ou personnels qui auraient un rôle dans des établissements de la ville. Il n'y a pas que des logements mis à disposition pour ces raisons-là. Ils sont au nombre de 6, si j'ai bien compté. Il y a 6 logements, 7 logements effectivement qui sont mis à disposition. Les critères d'évaluation du prix sont ceux du prix du marché. Il n'y a pas véritablement de surprise, il n'y a pas de durée non plus déterminée, surtout quand ils ne sont pas liés justement à des fonctions dans des écoles ou diverses. Je vois notamment une décision pour laquelle c'est une personne qui l'occupe en dehors de toute mission relative dans un établissement scolaire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Évidemment, dans l'enceinte de ce conseil, on ne peut pas donner plus de précisions, y compris sur les noms des bénéficiaires. Mais est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Le Cerf? Les tarifs du marché appréciés selon les circonstances et en fonction, il y a aussi évidemment l'évaluation des charges chauffage et eau qui sont rajoutées. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces décisions? Bien, je vais passer à l'approbation du procès-verbal du Conseil du 26 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas de questions, on va le soumettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet des points à l'ordre du jour, je voulais vous apporter 2 informations. La première, c'est en rebond de la question qui avait été posée au conseil municipal dernier sur les économies générées par la décision d'extinction des lumières en ville, ainsi que l'abaissement à 18 degrés du chauffage dans les établissements publics. La question avait été posée et j'avais évoqué un chiffre qui a été confirmé. Je pense notamment à l'éclairage public. C'est une économie de 50 000 € annuels qui sera réalisée sur la base de cette extinction anticipée de l'éclairage public. Alors, il n'y a pas que l'économie qui est intéressante, il y a aussi tout l'impact qu'il peut y avoir sur la biodiversité, puisque je vous le rappelle, évidemment, nous sommes entourés d'un massif avec de la faune et que toute mesure visant à réduire la pollution lumineuse est aussi un bénéfice pour notre environnement naturel. On avait également précisé, je tiens à le rappeler, qu'il y a une démarche de développement de la LED sur l'éclairage public, donc il y a un plan d'investissement qui était travaillé, puisque aujourd'hui, 35% de notre éclairage public est en LED. Il y a encore un gros effort à faire pour nous permettre d'avoir une gestion différenciée rue par rue ou quartier par quartier. Et l'ensemble de cet investissement représente plus d'1 million d'euros, donc il s'agit de bien le planifier. Il y avait également les mesures relatives à l'abaissement du chauffage dans les établissements publics. Je tiens à préciser aussi sur ce point que c'est minimum 18 degrés. Évidemment, quand on est en dessous de 18 degrés, on pousse le chauffage pour pouvoir avoir une température acceptable dans nos établissements. Et cette mesure d'économie a vocation à nous faire économiser 15% sur la facture énergétique. Et on sait qu'actuellement, ce n'est pas une masse à faire que d'économiser sur ce poste-là, même si nous avons eu la confirmation que la ville serait éligible à des dispositifs de soutien en faveur de la charge de l'énergie au niveau des factures. On vous en dira un peu plus lors d'un prochain conseil. Autre élément d'information, je voulais vous confirmer les décisions que nous avons prises en faveur de la place d'Armes qui avait fait l'objet de nombreuses pétitions et il y avait eu pas mal de communication sur les réseaux sociaux, voilà, des photos, des vidéos qui ont été diffusées. Nous avons pu, avec Thibaut Flynn, Carole Garnelec et Gérald Rontex, recevoir à plusieurs reprises les riverains de cette place d'Armes et nous vous confirmons que des décisions ont été prises afin
d'apporter un début de réponse sur les nuisances occasionnées sur cette place, qui sont évidemment avérées. Tout d'abord, la fin de la gratuité du stationnement le soir, puisque ce parking était gratuit entre 19h et 9h. On va mettre fin à cette gratuité afin de permettre de mieux, on va dire, flécher ceux qui veulent se stationner gratuitement un peu éloignés de la place d'Armes. On va améliorer l'affichage dynamique. Vous avez cet affichage qui permet de savoir si un parking est plein, ce qui évitera sans doute à des visiteurs de s'engager dans le parking alors qu'il est déjà occupé à 100%. Et nous allons également changer le sens de circulation de la rue de la Chancellerie. Actuellement, elle est descendante vers le parking et nous veillerons prochainement à la faire en sortie, donc remonter la rue de la Chancellerie pour sortir du côté de la place Napoléon, la place de Gaulle, en tout cas inverser le sens de circulation d'ici la fin de l'année. C'est une première série de mesures et cette première série sera confortée également par un réaménagement du parking au niveau de l'intérieur du parking afin plutôt d'installer un sens de circulation qui évitera les allées et venues, les marches avant, arrière. Il y aura un sens de circulation unique qui permettra d'aller voir s'il y a de la place ou pas et donc d'éviter les manœuvres au sein de ce parking qui rendaient parfois la circulation difficile. Je précise également que nous travaillons toujours sur l'extension des présences de la police municipale en soirée, voire de nuit. Ça, c'est un dispositif qu'on a déjà mis en place cette année, mais on essaie de travailler à son amélioration pour renforcer au printemps prochain la présence de la police municipale en centre-ville. Voilà 2 points d'information que je souhaitais apporter au conseil municipal. On va pouvoir entamer l'ordre du jour avec le premier point, c'est l'approbation de la décision modificative. Laurent Roussel, si tu veux bien nous présenter ce point. Oui, bonsoir. Donc, en fait, il est proposé au conseil municipal d'adopter une décision modificative qui s'équilibre en mouvement budgétaire à 885 000, j'arrondis en milliers d'euros, dont 100 000 en section de fonctionnement et 785 000 en section d'investissement. Donc, je parlerai des principaux points et je ne rentrerai pas dans le détail des différentes dépenses. Donc, dans les charges à caractère général, on a une augmentation de 950 000 qui est principalement due à la hausse de l'énergie et la crise énergétique, avec 580 000 pour le gaz, 50 000 pour l'électricité et 30 000 pour les carburants. Voilà. Donc, s'agissant, on en a parlé en commission des finances assez longuement la semaine dernière. Donc, c'est les montants qui nous ont été communiqués par les fournisseurs d'énergie à la fin de l'été. Donc, on peut raisonnablement penser qu'on n'aura pas forcément, enfin, on espère en tous les cas qu'on n'aura pas forcément besoin de ces montants indiqués. Et le deuxième élément que je voudrais souligner, puisqu'on en avait parlé pendant la commission finances, on a maintenant un peu plus de clarté sur la compensation qui sera attribuée aux collectivités locales par l'État et qui devrait nous permettre, si tout se passe bien, d'avoir une compensation à hauteur de 425 000. Cette compensation porte sur l'énergie ainsi que sur les dépenses de personnel, puisqu'il y a la hausse des charges de personnel que nous, on ne voit pas particulièrement, c'est le deuxième point, puisqu'on l'a maintenue constante, mais puisqu'on a décalé dans le temps les embauches, par exemple, pour tenir compte de ces charges supplémentaires. Mais on devrait être compensé, donc à hauteur, si tout se passe bien, de 425 000, avec un premier acompte qui sera demandé à hauteur de 127 000 avant, je crois, le 15 novembre. Donc avant demain, nous devons faire la demande, sachant qu'on en aura la certitude qu'à la fin de l'exercice, quand on aura voté le compte administratif, dans les conditions, il faut qu'on puisse prouver qu'on a une diminution sensible de notre excédent brut. Donc, tant qu'on n'a pas connaissance de cet excédent, ça n'est pas une dépense acquise. Et c'est pour ça qu'elle ne figure pas notamment dans ces dépenses modificatives. Donc, on ne pouvait pas les intégrer encore. D'abord parce que la loi n'est pas complètement votée. Donc, on a déjà les règles d'application, mais on n'en a pas une certitude absolue. Alors, donc, on vote une hausse des dépenses tout en espérant avoir de bonnes nouvelles en fin d'année et en début d'année prochaine. Donc on a une atténuation des produits, donc ça vient en diminution de 190 000, ça c'est les amendes de police, je ne rentrerai pas dans le détail de ce poste.
Le CCAS, donc il y a une moindre consommation de CCAS qui fait dû au décalage avec le Covid notamment de 247 000. Des charges exceptionnelles, pareil au niveau du théâtre de 50 000, c'est les suites, on va dire, des exercices où le fonctionnement était perturbé et on a supprimé les dépenses imprévues à hauteur de 421 000. Au niveau des dépenses, on a des dépenses en plus à noter de 136 000 qui sont notamment les partenariats financiers que la ville va percevoir un montant supérieur, et notamment avec le centre de vaccination, on a près de 60 000 € qui proviennent de l'État. Au niveau de la section d'investissement, donc 785 000, donc je passe sur les emprunts et dettes, 50 000, c'est un relatif montant par rapport au reste, et c'est essentiellement les immobilisations en cours à hauteur de 634 920 qui se répartissent pour la création d'une liste le long de la RD 152, donc c'est la piste cyclable pour 117 200, le marché de travaux de 222 830 et le remplacement de 2 chaudières, donc pour un coût de 50 000. Voilà, donc on a eu dans les recettes des bonnes nouvelles, puisqu'on a eu une subvention pour l'aide à la relance de 735 000, et voilà. Donc on est, par rapport à tout ça, donc on équilibre le budget de fonctionnement et d'investissement, et on est dans l'attente de cette subvention de l'État qui viendrait en aide aux collectivités locales pour les dépenses d'énergie et les dépenses de personnel. Merci Laurent. Une question, Daniel Raymond. Merci Monsieur le maire. Effectivement, ces décisions modificatives et les budgets supplémentaires sont souvent l'occasion de rallonges en dépenses. Alors je suis très content d'entendre qu'on va avoir des recettes qui vont arriver après, une fois qu'on aura fait ces dépenses, mais on a quand même des dépenses assez importantes qui viennent s'ajouter au budget qu'on avait voté au printemps dernier. Entre autres, concernant cette piste cyclable. Cette piste cyclable qui avait été votée lors du précédent mandat, je n'avais pas manqué d'avoir quelques réserves sur cette piste cyclable, en raison non seulement de son tracé, qui ne répondait pas à l'attente des usagers, mais aussi de son coût, qui était déjà très élevé. On était, de mémoire, au-dessus du 1 million d'euros. Maintenant, on va approcher du 1 300 000. Je trouve que c'est quand même beaucoup pour une piste cyclable qui est déjà en train de se fatiguer, de se dégrader. Et je me demandais si, en même temps, il y avait un budget de fonctionnement, d'entretien qui était prévu, parce que cette piste cyclable, moi, je l'ai prise en tant que cycliste, je l'ai prise aussi en tant que piéton. C'est pas facile d'ailleurs, parce que quand on vient du centre-ville pour aller au Grand Parquet, on arrive au bout du boulevard Magenta et on ne sait pas trop quoi faire. Il faut connaître les petits raccourcis, parce qu'il n'y a pas de fléchage, il n'y a rien. Donc je me demandais si on avait prévu aussi un budget pour l'entretien, parce que la nature a vite fait de regagner sur tout le bétonnage qu'on peut faire. Et honnêtement, il y a des endroits où déjà c'est recouvert de terre, de feuilles en décomposition, ce qui, après tout, est quelque chose de normal. Voilà, donc je me demandais où on en était du fonctionnement et de savoir si, pour cet investissement-là, et comme pour beaucoup d'autres, il était prévu de faire une étude d'évaluation des politiques publiques de la ville. Parce que 1,3 million, c'est quand même pas rien. Et ça serait peut-être pas mal d'avoir un retour de la part des touristes, un retour de la part des Bellifontins, de savoir comment ils vivent cet investissement, comment ils vivent ce nouvel équipement. Est-ce que ça répond à leurs attentes? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il soit initié par la collectivité. Merci. J'ai pas fini, monsieur le maire, si vous me permettez, j'ai pas fini. J'avais une autre remarque à vous faire sur les modifications concernant les dépenses énergétiques. Quand on a voté le budget au printemps dernier, en tant qu'élu minoritaire, et je n'ai pas été le seul, on s'était inquiété des chiffres qui étaient au bout des différents chapitres. Je vais vous les redonner de mémoire, enfin pas de mémoire parce que je les ai écrits quand même.
Pour le chauffage, on était resté sur 22 000 euros, alors qu'on savait que le gaz, l'électricité, tout ça allait augmenter. Pour l'ensemble des combustibles, on était même descendu de 252 000 à 234 000 euros, alors même que les prix augmentaient. Quant au carburant, vous avez tous en tête la flambée du prix des carburants à l'époque, et qui a continué pendant une bonne partie de l'été. On était resté à 64 000 euros sans bouger, ce qui me paraissait, et je n'étais pas le seul autour de cette table, un petit peu curieux. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les remarques des élus minoritaires n'ont pas été prises en compte. Je suis ravi de voir que maintenant, vous les prenez en compte. La prochaine fois, peut-être, écoutez-nous un peu plus et prenez ça en compte dès le départ. Merci. Bien, je vais commencer par la seconde question. Je ne comprends pas trop, Monsieur Raymond, l'intérêt de la remarque. Le but, ce n'est pas de se dire j'avais raison sur les prévisions internationales et les cours du gaz et du pétrole. Une DM, c'est fait pour ça. Une décision modificative, c'est fait justement pour réaffecter des crédits et mettre à jour un budget dans la vie de la collectivité. C'est assez classique, il n'y a pas de difficulté à ça, c'est même courant. Il y a des collectivités qui en font 2, 3, 4 par an. C'est un outil de gestion. À l'époque, personne n'avait non plus l'impact précis de se dire il y aurait tel pourcentage de hausse sur les carburants, sur les combustibles, sur l'électricité. Il a fallu aussi entrer en dialogue. Enfin, vous dites non, mais il n'y avait pas de chiffres. De vous interrompre. À l'époque, l'inflation était déjà repartie depuis plusieurs mois à la hausse. La guerre en Ukraine était déjà entrée dans notre quotidien. D'accord, je confirme qu'il n'y avait pas de chiffres, Monsieur Raymond. On n'avait pas de chiffres avec notre prestataire, avec Enedis, on n'avait pas de chiffres précis sur l'impact. On les a eus durant l'été. Bien, bah écoutez... Donc au mois avant l'été, au mois de mai, nous n'avions pas de chiffres, on les a eus courant de l'été. Les chiffres de l'inflation, on ne les avait pas? Non, je ne parle pas de l'inflation, je parle des prix précis. La hausse, vous me parlez de la hausse de l'énergie, je vous réponds hausse de l'énergie, je ne parle pas de l'inflation. Du prix du carburant aussi, je crois que chacun d'entre nous l'avait tous les jours quand il fallait aller à la pompe aussi. Très bien, donc l'ADM, elle est là, elle rectifie, donc c'est un acte de bonne gestion qui vient mettre les comptes à jour et il n'y a pas en cela de bonnes ou de mauvaises prévisions, on parle de chiffres concrets quand on les a. Piste cyclable. Oui, il y a eu effectivement des hausses d'investissement, des révisions de prix qui portent sur la liaison douce pour 64 000 euros et des avenants qui ont porté évidemment l'ensemble à plus de 122 000 euros. Dedans, on y intègre aussi des travaux de sécurité. Pour 117 000 euros, la lisse qui va venir protéger la piste cyclable de la route. Donc c'est un investissement complémentaire qu'on a fait pour renforcer aussi la sécurité des usagers par rapport à la route. Donc il y a des révisions de prix, on vient de parler des révisions de prix d'énergie, il y en a eu aussi sur les chantiers, et un ajout de cette liste de protection qui vient donner à l'équipement en fait un atout supplémentaire pour en faciliter l'usage. Quant à l'entretien, oui, évidemment, on a fait le choix d'un matériau qui s'adapte à l'environnement forestier, on a fait le choix d'un matériau, on va dire, qui s'adapte à l'environnement forestier, donc oui, on a un budget d'entretien qui permettra de le rénover là où ça demande de la rénovation. C'est prévu dans nos dépenses. Et quant à l'usage, nous verrons bien effectivement, on fera des enquêtes, on fera des comptages, on fera tout ce qu'il faut pour savoir si cette piste cyclable est utilisée. Pour la fréquenter également, je trouve qu'elle est pas mal utilisée. Alors, piste cyclable dit vélo, je sais qu'elle est utilisée par des piétons, par des joggers aussi, effectivement, mais elle est avant tout faite pour les vélos et on en soignera la qualité de roulement pour qu'on puisse l'utiliser en famille et en toute sécurité. Vous avez évoqué le fait d'avoir de la signalétique. Alors cette signalétique, elle arrive, elle a été faite, les maquettes ont été faites il y a une dizaine de jours. Et ça nous évitera d'avoir des chemins secrets. Et il y aura une signalétique qui jalonnera depuis la gare jusqu'au grand parquet, les points de passage, les points de tourne à gauche, les points pour signaler le souterrain à emprunter. L'ensemble du parcours sera bien signalé par des poteaux adaptés, une signalétique vélo, comme on en voit classiquement un peu partout. Voilà, j'espère en tout cas que cet aménagement satisfera les usagers bellifontins, mais également les touristes. En tout cas, c'est pour ça que nous l'avons fait.
et qu'on assume cet investissement au niveau de la collectivité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Le Cerf. Merci. Oui. Même remarque que M. Daniel Raymond. Par contre, c'est vrai qu'on a assisté à la commission des finances. On comprend bien le besoin de cette DM vu le contexte actuel avec l'augmentation des carburants, des combustibles, les énergies, le gaz. Mais on a du mal par rapport à l'estimation. Comment vous avez pu faire pour estimer les coûts suivant les différents postes? Deuxième question, ça concerne la réduction de 250 000 € sur le budget du CCAS, sur un budget initial de 1,7 million. Cela représente quand même 15% de réduction, ce qui nous paraît beaucoup dans la conjoncture actuelle, où de nombreuses familles bellifontaines auront besoin d'aide de toutes sortes. Merci. Merci, monsieur le Cerf. Isabelle. Alors, monsieur Le Cerf, je vais vous répondre sur la question du CCAS. La baisse de la dotation de la ville au CCAS est en fait le fruit, là aussi, de la bonne gestion, parce qu'en fait, c'est simplement une baisse qui est liée au cumul et au report de plusieurs années de trop verser, on va dire simplement, au CCAS. Il n'y a eu absolument aucune modification des services assumés par le CCAS. D'ailleurs, M. Thomas, qui est présent au conseil d'administration du CCAS, en est tout à fait le témoin. Il y avait aussi un souci en fait, de décalage du budget, avec un vote du budget de la ville qui était décalé par rapport à celui du CCAS et n'a pas permis en fait, de rétablir année par année. Voilà. Donc c'est simplement le fruit de la bonne gestion. On rétablit, il est inutile pour la ville de verser 200 000 € de subventions en plus, alors que le fonctionnement actuel de l'ensemble du CCAS, absolument sans détérioration, n'en a pas besoin. Voilà. Laurent, si tu veux apporter un autre complément. Alors sur le premier point, là, sur les déterminations des montants, on en a parlé en commission finance. Ils sont calculés, ils sont basés sur les informations qui nous ont été communiquées par nos fournisseurs d'énergie. Je ne vois pas très bien quelles autres informations on pourrait utiliser, quelle autre référence on pourrait prendre que celle des fournisseurs d'énergie qui nous ont fait des simulations jusqu'à la fin de l'année. Comme je l'ai dit, nous on pense que c'est conservateur, on espère que ce sera moins et en plus on aura des compensations de l'État, mais on est sur, là aussi c'est encore de la bonne gestion, si le contraire ce serait inquiétant. Dans ce sens-là, si le budget, si les chiffres définitifs sont inférieurs, on sera extrêmement satisfait pour la collectivité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette DM? Bien, on va pouvoir la soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Avant de passer au point suivant, je voudrais faire une petite parenthèse dans ce conseil. Il est retransmis sur Facebook, mais ça n'est pas un Facebook Live. Donc les questions qui sont posées sur le fil d'actualité, nous ne pouvons y répondre. Nous sommes en séance officielle du conseil municipal et c'est dans l'enceinte de cette séance que les débats se situent. Il n'y a pas de questions extérieures. Donc 1000 excuses aux personnes qui ont posé des questions sur le fil, mais il n'y aura pas de réponse ce soir. C'est dans les Facebook Live que l'on peut avoir ce genre d'échange. Merci pour votre compréhension. Point suivant. C'est l'habitude des Facebook Live, ça. Point suivant. Marché relatif à l'assurance dommages aux biens. Laurent Roussel. Alors là, on corrige un oubli qui était l'assurance des 3 parkings, puisque quand on a changé d'assurance en 2018 avec la société Maïf, ces 3 parkings n'avaient pas été intégrés. Du coup, par conséquent, on l'intègre dans le contrat avec une régularisation pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, donc ce qui a pour conséquence une régularisation à hauteur de 35 000 €, soit 38 000 TTC. Ça, c'est l'avenant numéro 1. Et dans l'avenant numéro 2, compte tenu de ces 3 parkings qui sont intégrés, on a une augmentation du taux de cotisation de 0,35 € hors taxe à 0,80 € hors taxe par mètre carré. Voilà. Donc ça nous fait une augmentation prévisionnelle de la cotisation de 20 955 €.
Merci Laurent Roussel. Donc un oubli corrigé, donc une hausse des dépenses liées au contrat. J'imagine qu'il y a une question de M. Le Cerf qui se rapproche du micro. Allez-y, M. Le Cerf. Oui, ce qu'on peut regretter, c'est le manque de coordination entre les différents services de la mairie qui a conduit à une erreur qui pourrait être qualifiée d'énorme et qui coûte à la ville. La majoration du taux de cotisation qui passe de 0,35 € à 0,80 € le mètre carré peut s'apparenter à une prime à la mauvaise foi. Excusez-moi, Monsieur Le Cerf, mais c'est pas du tout ça. Hein. C'est-à-dire que comme on intègre des mètres carrés, des parkings qui ont des indices de risque en fonction ouvrage, sous-sol, c'est pas, on va dire, la mauvaise gestion qui fait que la prime augmente. On intègre des mètres carrés complémentaires avec des situations à risque en fonction de chacun des sites, et c'est ça qui fait augmenter évidemment le taux de cotisation. C'est pas le fait qu'on l'ait oublié. Il n'y a pas de pénalité. C'est plutôt... Alors, l'oubli, comme l'a dit Laurent Roussel, oui, c'est manifeste, l'oubli, mais là, c'est rectifié. Et c'est plutôt, là encore une fois, de bonne prudence ou de bonne gestion que d'intégrer ces parkings à notre contrat d'assurance. Voilà, on rectifie. Sans pénalité aucune. C'est important de le dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, on va passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Isabelle Bolger, création de postes temporaires d'agents pour le recensement. Oui, mes chers collègues, la période du recensement va commencer au mois de janvier et février selon des modalités légèrement différentes qui incombent maintenant aux villes de plus de 10 000, aux communes de plus de 10 000 habitants. Et donc, le démarrage de cette période de recensement va nécessiter de voter en fait les rémunérations afférentes au personnel recenseur qui vont être embauchés, soit 4 personnes, selon une grille que vous avez évidemment en détail, ainsi que 3 indemnités qui sont versées à du personnel municipal qui assure la gestion, la coordination en amont et en aval des chiffres des recenseurs. Donc l'ensemble de détails de ces points sont indiqués. Je pense que vous n'avez pas besoin que je vous les relise. Le coût total donc, pour la commune en fait, des agents recenseurs est évalué à 7 500 €. Du personnel municipal, donc des 3 indemnités versées de 1 840 €. Une dotation forfaitaire en fait, de l'État est attribuée en fonction du nombre du recensement à effectuer de 3 063 €. Il restera un coût d'environ 6 000 € à charge de la commune pour cette opération de recensement. Voilà, donc on vous demande de voter en fait le détail de ce mode de rémunération des agents recenseurs et des agents municipaux qui vont coordonner le travail. Merci. Est-ce que ça appelle des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci bien. Isabelle Bolger, toujours. Convention entre la ville de Fontainebleau et les restaurants du Cœur Seine-et-Marne. Oui, alors cette année, je pense que vous êtes peut-être au courant de l'organisation du marché de Noël qui va s'étaler d'ailleurs sur un petit peu plus de jours que d'habitude, que les années précédentes. Et à cette occasion, devant l'hôtel de ville, sera installée une tente, sera installée par la ville, une tente joliment décorée qui va être mise à disposition des Restos du Cœur qui vont en fait mettre des bénévoles qui proposeront un service d'emballage des paquets cadeaux avec du papier cadeau qui est d'ailleurs sera fourni aussi par la ville, dessiné d'ailleurs par la ville. Donc voilà, nous sommes très heureux de pouvoir ainsi contribuer aux besoins des Restos du Cœur, puisque évidemment l'objet de la convention est de flécher les sommes qui seront collectées lors de ces séances d'emballage sont absolument destinées au cœur de la mission des Restos du Cœur, c'est-à-dire l'aide alimentaire aux personnes démunies. Voilà, donc cette tente sera établie, si je me souviens, du 16 au 18 décembre en ville, et évidemment,
je vous recommande tous de venir faire emballer vos nombreux cadeaux par les Restos du Cœur pour pouvoir participer à cette collecte. Merci. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Pas de questions. On va la soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, Isabelle. Modification du tableau des effectifs. Alors, un petit exercice habituel dans cette instance. Il s'agit de procéder à la création puis à la suppression de quelques postes. Il n'y en a pas beaucoup. Vous savez que ces créations de postes doivent intervenir à chaque fois qu'il y a des modifications de temps de travail, voilà, ou au moment des recrutements, s'il y a, on est obligé de créer donc des postes sur des grades différents qui permettent d'élargir un petit peu la recherche, de pouvoir ouvrir le poste à différents profils. Et puis dans une deuxième étape, évidemment, les postes non nécessaires à la personne qui a été finalement embauchée seront supprimés. Donc, il est aujourd'hui proposé la création en fait, de 2-3 postes sur des temps non complets sur le volet administratif pour répondre à des besoins personnels demandés d'adaptation en fait, de postes à des temps non complets, ainsi que l'ajustement dans la filière culturelle de postes, comme on le fait chaque année, sur des postes d'enseignants dont les postes, étant donné le nombre d'élèves qui est finalement inscrit à leur cours, leur poste nécessite d'être adapté. Donc on vous demande en fait de voter sur ces créations de postes et puis dans un deuxième temps, dans la même délibération, à la suppression d'un poste en temps complet d'adjoint administratif puisqu'il est compensé par 2 postes à temps partiel, et ainsi que la suppression des postes des enseignants en classe artistique qui étaient sur des temps différents et non cohérents avec ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si ce point appelle des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération effectivement assez habituelle? Pas de questions. Merci, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais donner la parole à Hélène Maggiori pour nous présenter le point sur l'Union régionale des collectivités forestières d'Île-de-France. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. La Fédération nationale des communes forestières a officialisé la création de l'Union régionale des collectivités forestières d'Île-de-France le 26 septembre dernier. Cette création montre la volonté de la région et des élus franciliens de s'impliquer collectivement pour une gestion durable et multifonctionnelle des forêts. Dans le contexte de la candidature de la forêt de Fontainebleau au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette association nous offre un outil de mise en réseau avec l'ensemble des acteurs nécessaires à la préparation des plans de gestion attendus par l'UNESCO, tant pour la zone cœur, c'est-à-dire la forêt elle-même, que pour la zone tampon, c'est l'ensemble des communes environnantes et des communautés de communes. En effet, les missions de l'association, qui sont décrites dans les statuts qui sont jointes, sont en lien direct avec les enjeux de notre candidature en matière de conservation, de protection, de valorisation. Le montant de la cotisation annuelle s'élève pour Fontainebleau à 750 € et l'adhésion à l'Union régionale donne en même temps adhésion à la Fédération nationale. C'est un véritable atout pour la défense et la promotion de la candidature UNESCO au niveau national. Donc il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'adhésion pour la ville à l'Union régionale des collectivités forestières d'Île-de-France, d'approuver ses statuts et le versement de la cotisation. Il faut également procéder au vote pour désigner les représentants de la ville à cette association. Et là, je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Bien, c'est un vote avec plein de choses dedans, hein. Il y a toutes les conditions d'adhésion à cette union régionale, comme l'a expliqué Hélène Maggiori. Puis il y a également à désigner les représentants de la collectivité dans cette association. Alors, je vais d'abord, avant de vous laisser la parole, vous demander, on posera le principe, si on est d'accord, de voter à main levée, sauf si vous souhaitez que nous votions à bulletin secret. Il n'y a pas d'opposition de principe?
Très bien. Donc, avant de soumettre au vote, est-ce qu'il y a des questions particulières, sachant que nous soumettrons la candidature de Madame Maggiori en tant que représentante titulaire et Freddy Baudouin en tant que représentant suppléant. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Raymond. Merci, monsieur le maire. Oui, je voterai tout à fait pour l'adhésion de la ville à cette association. J'aimerais revenir sur une demande que j'avais faite à vos services, au secrétariat général comme au cabinet du maire, au mois de mai, au mois de juin dernier. On aimerait avoir, enfin j'aimerais avoir, et je pense que tous les élus autour de cette table, avoir la liste de toutes les associations auxquelles la ville adhère et de pouvoir avoir un retour sur le travail qui a été fait dans toutes ces associations, un retour sur l'investissement un petit peu, on va dire, savoir combien ça coûte déjà et ce que ça a apporté à la ville. Je ne doute pas que dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, ça soit quelque chose de très intéressant, mais je pense que ça serait bien dans le cadre du rayonnement de la ville qu'on sache exactement où la ville est engagée et ce que ça rapporte à la ville. Merci. Merci pour cette proposition. Nous en ferons état en commission, si vous le souhaitez, association par association. On pourra d'ailleurs le révoquer au moment du budget, puisque une grande partie de ces associations, on renouvellera sans doute notre adhésion, donc ce sera l'occasion, j'imagine, d'échanges en commission affaires générales. C'est bien pour ça que lors du vote du dernier budget, j'avais fait cette demande déjà et je l'avais refaite par écrit, mais à ce jour, je n'ai toujours rien. Eh bien. Oui, c'est tout à fait une remarque qui a été faite en commission des finances entre M. Roussel et M. Thomas concernant cette liste d'associations auxquelles on adhère. Et voilà, il serait important qu'on puisse avoir plus de visibilité par rapport à ça. Eh bien, on refera un panorama dans une prochaine commission. Je reviens au sujet de la délibération, donc son principe, son contenu, l'adhésion au statut et à la démarche, ainsi que la candidature de Madame Maggiori pour représentante titulaire et Freddy Baudouin, représentant suppléant. Est-ce qu'il y a des contre? Abstention? Merci pour votre vote. Point suivant. Hélène Maggiori, toujours sur le comité français de l'UICN. Donc l'UICN, c'est l'Union internationale de la conservation de la nature, qui a été créée en octobre 1948 à Fontainebleau. 2 délibérations ont eu lieu en conseil municipal déjà, et la décision du conseil d'administration de l'UICN en été, cet été, l'été dernier, grâce à ces délibérations diverses, Fontainebleau est devenu officiellement membre de l'UICN. Ce qui lui permet maintenant, permet à la ville maintenant de postuler au comité français de l'UICN. Donc le comité français a pour but, comme l'UICN, la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable et équitable des ressources naturelles. Or, Fontainebleau est dans cette démarche de Fontainebleau en transition que maintenant tout le monde connaît et pour lequel je n'ai pas besoin de réexpliquer de quoi il s'agit. Donc, dans cette démarche, le comité français offre un outil de mise en réseau avec l'ensemble des acteurs de l'Hexagone, mobilisés en vue d'encourager, d'initier, de développer et de soutenir les actions de l'UICN. Cela permet un échange très enrichissant sur des retours d'expérience de l'ensemble des adhérents. Donc le but recherché par notre ville étant toujours de faire évoluer les comportements et les investissements de tous dans le sens de la conservation de la nature et le respect de la biodiversité. Le montant de la cotisation annuelle s'élève pour les collectivités territoriales à 1 524,50 €. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville au comité français de l'UICN, d'approuver les statuts et le versement de la cotisation et de procéder au vote, à un vote pour des représentants. Alors, même démarche que tout à l'heure, avant d'éventuellement vous laisser la parole sur les questions. Déjà, vous demandez le vote à main levée par principe, si il n'y a pas d'opposition. Merci. Et vous dire que pour la collectivité, nous proposerons la candidature de Frédéric Valtou en tant que titulaire et de Hélène Maggiori en tant que suppléante sur l'UICN. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Eh bien, on va soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Point suivant, Gwenaëlle Claire pour nous parler des comités consultatifs sur les enjeux scolaires et sur les enjeux périscolaires et extrascolaires. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Donc effectivement, dans le Code des collectivités territoriales, il est prévu la possibilité de créer des comités consultatifs. Nous vous proposons donc la création de 2 comités distincts, un premier concernant les enjeux scolaires, un second les enjeux périscolaires et extrascolaires. Ceci bien sûr dans le but de favoriser la participation citoyenne et l'implication d'acteurs locaux. On vous propose un premier comité consultatif qui serait composé bien sûr du président, de 2 élus du conseil municipal de la liste majoritaire, d'un élu de la liste minoritaire, de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, des directeurs et directrices des écoles publiques de la ville que nous comptons au nombre de 8, d'un représentant de parents d'élèves élus pour chaque école publique de la ville, donc 8 également, du coordinateur des affaires scolaires et du responsable du pôle enfance, jeunesse et sport. Donc ça, c'est pour le premier comité. Le second, pour tout le périscolaire et l'extrascolaire, serait constitué du président donc de ce comité, également de 2 élus du conseil municipal, de la majorité et d'un élu de la minorité, de représentants de parents d'élèves élus dans chaque école publique de la ville, donc 8 également un représentant des parents d'élèves des écoles privées, du directeur donc du centre de loisirs, du coordinateur des sportifs, en fait des activités physiques et sportives, des référents périscolaires que nous avons donc chaque école maternelle et élémentaire, même si certains sont mutualisés sur les espaces maternels et élémentaires, donc on les compte au nombre de 6, du responsable du service enfance et jeunesse et du responsable du pôle enfance, jeunesse et sport. Donc on vous demande ce soir d'approuver la création donc, de ces 2 comités et une fois encore, Monsieur le maire, de désigner les membres représentants du conseil municipal au sein de ces instances. Merci. Merci Gwenaëlle. Donc avant d'ouvrir aux questions, toujours pareil, vous demandez l'accord de procéder à un vote à main levée. On n'a pas changé de jurisprudence. Parfait. On va recueillir peut-être les candidatures, vous informer des candidatures et puis recueillir celles des minorités. Donc sur le comité consultatif sur les enjeux scolaires, pour la majorité, il y aura Antoine Ingold et Fanny Malvezin. Il y a un candidat pour les minorités. Audrey Tamborini. Très bien. Pour le second, nous présenterons également Antoine Ingold et Fanny Malvezin. Est-ce qu'il y a une candidature différente? Audrey Tamborini. Eh bien, écoutez, comme ça, c'est plus simple. Néanmoins, on va procéder à 2 votes distincts, si vous le permettez. Mais avant cela, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Eh bien, donc, pour la création et sa composition du comité consultatif sur les enjeux scolaires, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et le second, sur le comité consultatif enjeux périscolaires et extrascolaires, principe et composition, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, la parole à José Tenda pour nous parler de la convention de partenariat Maison Sport Santé et la Maison du diabète, de l'obésité et des risques cardiovasculaires. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. La convention de partenariat entre la Maison Sport Santé de la ville de Fontainebleau et la Maison du diabète, de l'obésité et du risque cardiovasculaire de Seine-et-Marne a pour objectif d'accompagner au mieux les personnes intégrant nos programmes et qui souffrent d'obésité, surpoids, diabète et toutes les autres maladies cardiovasculaires. La Maison du diabète de Seine-et-Marne va organiser pour nos patients, une fois par mois, des ateliers d'éducation thérapeutique sur la thématique de l'alimentation. Ces ateliers seront un vrai plus pour nos patients qui pratiquent des activités physiques, sportives avec nos éducateurs. Ces ateliers se dérouleront une fois par mois dans nos locaux, ateliers d'éducation thérapeutique pour apprendre à mieux s'alimenter. Et nous, on peut orienter aussi nos patients diabétiques à titre gratuit aux maisons
de Melun. Cette convention a une durée d'1 an, du 1er décembre 2022 jusqu'au 30 novembre 2023, et ça peut être renouvelé. Chers collègues, je vous demande d'approuver la convention entre la Maison du diabète, de l'obésité et des risques cardiovasculaires de Seine-et-Marne et la ville de Fontainebleau via la Maison Sport Santé, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention correspondante ainsi que tout document sur rapportant. Je vous remercie. Merci José. Avant d'ouvrir aux questions, vous soulignez une nouvelle fois tout le travail fait par la Maison Santé, également tout ce qui est action de promotion du sport et de l'activité physique. C'est vrai que Fontainebleau s'est engagé il y a quelques années sur ces actions-là et ça porte ses fruits. Et un travail remarquable est fait par les agents de la ville, notamment, qui s'en occupent au quotidien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Très bien, on va la soumettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour votre vote. Sur le point suivant, il s'agit donc de l'adhésion au Pass Culture, d'apporter un complément à la délibération que nous avions déjà votée en juillet dernier. Le principe du Pass Culture, vous vous en souvenez, c'est pour permettre quand même valoriser l'accès de la culture pour les 15-18 ans. Et il nous fallait compléter la délibération en détaillant les offres proposées par la ville via ce Pass Culture. Et donc on y intègre l'achat des places pour les spectacles du théâtre municipal, mais aussi le financement des frais de scolarité du conservatoire municipal ou de l'Académie Coméras à hauteur de 50 €. Donc ce sont ces 2 points qui sont précisés dans la délibération. Et il est important aussi de préciser que les offres culturelles gratuites, notamment celles proposées par la médiathèque, la direction des affaires culturelles ou le service des collections patrimoniales seront également référencées dans l'application afin qu'elles puissent être valorisées et connues de tous, avoir une meilleure visibilité. C'est donc l'objet de cette délibération. Est-ce qu'elle appelle des questions ou des demandes de précision ? Madame Immo. Non, pas à ma connaissance. C'est vraiment les 15-18 ans qui peuvent solliciter ce Pass Culture au niveau de la ville de Fontainebleau. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point suivant, et les 2 points suivants d'ailleurs. Carole Gernalec, d'abord pour les ouvertures dominicales du commerce de détail. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Au terme des dispositions du Code du travail, donc, qui s'appliquent aux salariés, dans les commerces de détail où le repos hebdomadaire est le dimanche, ce repos peut être supprimé par décision du maire après avis du conseil municipal lorsqu'il s'agit de supprimer ce repos au-delà de 5 dimanches par an, ainsi que, puisqu'il s'agit toujours de supprimer le repos au-delà de 5 dimanches par an, de solliciter l'avis de la CAPF. Donc le nombre de dimanches susceptibles d'être l'objet d'une telle décision de suppression est limité à 12 par année civile. Il est donc question des dimanches dits du maire pour l'année 2023. Cette liste a été arrêtée en concertation avec les commerçants représentés par l'union locale qui est donc l'UCAIF. Et les dimanches qui ont été sélectionnés sont les suivants. Les 15 et 22 janvier 2023, les 9 et 30 avril, le 28 mai, les 2 et 9 juillet, le 3 septembre, les 10, 17, 24 et 31 décembre 2023. Il va de soi que les salariés des commerces qui resteront ouverts ces jours-là ne sont pas tenus de venir travailler. Le travail se fera sur la base du volontariat et moyennant une rémunération portée au double et un repos compensateur. Il est donc demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à la suppression du repos hebdomadaire, les 12 dimanches que je viens d'énumérer, dans les établissements de commerce de détail, qu'ils soient alimentaires ou d'habillement, de décoration. Ensuite, de permettre à la municipalité de solliciter l'avis de la CAPF et de préciser qu'en cas d'avis conforme de la communauté d'agglomération, un arrêté du maire interviendra à l'issue de cette procédure afin d'en fixer les modalités d'application. Merci Carole. Est-ce qu'il y a des questions ? Délibération que l'on prend chaque année.
Alors on va soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Dernière délibération du soir, Carole Garnalec, sur le comité consultatif du marché forain. Merci, avec les lunettes, ça va être plus lisible. Alors, le comité consultatif du marché forain est un comité qui réunit à la fois des élus de la majorité et de la minorité, ainsi que des représentants des forains, c'est-à-dire des commerçants qui exercent leur activité sur le marché Saint-Louis 3 jours par semaine. La composition de ce comité a été renouvelée en septembre 2020 et la durée du mandat de ces représentants avait été portée à 2 ans. Il se trouve qu'à la demande d'un certain nombre des commerçants qui exercent sur le marché forain, un projet de recomposition du comité consultatif et notamment de la manière dont ses membres sont désignés va être proposé prochainement. On a donc décidé, dans l'attente de l'adoption de ces redéfinitions, de porter le mandat des membres actuels à 6 mois de plus. Il vous est donc demandé de proroger la durée du mandat des membres de ce comité consultatif du marché forain Saint-Louis d'une durée de 6 mois à compter du caractère exécutoire de la présente délibération et de préciser que la composition du CCMF et son fonctionnement établi par la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2020 restent inchangés dans l'attente d'un nouveau projet. Bien, donc prolongation de l'avis du CCMF et de ses membres avant d'ouvrir à des élections des forains pour leurs représentants. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On va soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Il y a néanmoins 2 questions orales. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Le Cerf pour votre première question. Merci, Monsieur le maire. Sollicité par de nombreux Bellefontains sur les dépôts sauvages, incivilités, vandalisme, ils nous demandent à ce que la ville veille à leur sécurité et leur bien-être. Ils semblent favorables à l'utilisation de caméras de surveillance dans des lieux ciblés. Chacun connaît ici les endroits de ces dépôts sauvages, les rues jonchées de débris alimentaires, des bouteilles vides, les bruits intempestifs, sans parler des déjections canines qui polluent les nombreuses rues. La question est simple. Comment la ville envisage de combattre ces fléaux qui empoisonnent la vie des Bellefontains? Merci, Monsieur Le Cerf. Alors, nous sommes évidemment pleinement concernés et très soucieux de ces sujets. Je vais vous répondre en plusieurs points parce que votre question, elle est large finalement. Je vais commencer par ce qui concerne les dépôts sauvages en ville. Donc, comme vous le savez, ces dépôts sauvages, quand les équipes de la ville en ont connaissance, eh bien, elles en assurent le ramassage en général 2 jours maximum après leur signalement, si ce n'est dans la journée. Donc on est vraiment dans l'instant à plus 2 jours. Ce sont des sujets dont les lieux, vous l'avez précisé, Monsieur Le Cerf, sont assez identifiés, même s'il n'y a pas que des Bellefontains qui déposent, malheureusement, on voit sur les pieds d'immeubles, notamment pieds d'immeubles FSM, il s'est avéré que nous avons parfois vu des camionnettes extérieures venir déposer des déchets de chantier, notamment au pied d'immeubles. Donc ça fait l'objet de signalements et d'enquêtes, évidemment. La ville, vous le savez, a arrêté la collecte des encombrants en 2019, mais néanmoins, il y a un service qui existe, donc on doit en faire la promotion et l'information de façon régulière, puisque le système Allo Déchets permet aux Bellefontains de faire évacuer pour 10 € par mètre cube, sur 3 mètres cubes maximum, donc c'est quand même une quantité assez importante de déchets, et de faire venir enlever les déchets à leur domicile. Donc la fin de la collecte des encombrants a été, entre guillemets, remplacée par un service, certes payant, mais relatif, parce que 10 € le mètre cube, si on en vient au coût réel du service proposé par le SMICTOM, c'est à titre d'information, c'est 150 € le mètre cube. Donc 10 € le mètre cube versus 150 € du coût du service. On comprend bien qu'on fait aussi un tout pour que le service soit utilisé par les Bellefontains. Et évidemment, il y a également la déchetterie que certains connaissent à Bourron-Marlotte. Sur les points d'apport volontaires, on a eu quelques soucis, il faut le reconnaître, lors de la mise en place du point d'apport volontaire au niveau de la rue des Pins. Aujourd'hui, ça s'est plutôt réglé. On a eu un problème dans la mise en route dans la rue de la Chancellerie, quand les points d'apport volontaires ont été mis également en route. Ça, c'est affaire de régulation, de sensibilisation et surtout de beaucoup de passages auprès des commerçants. Carole Garnalec
fait beaucoup de sensibilisation au niveau des commerces pour bien leur apprendre à utiliser ces points d'apport volontaires. Et Thibaut Flynn ainsi que le SMICTOM font beaucoup de démarches auprès des immeubles qui ont des poubelles ou justement pas de locaux destinés aux poubelles pour pouvoir apprendre à gérer ces paves. On va dire que depuis l'installation des panneaux qui précisent qu'il y a des amendes pour ceux qui déposeraient des sacs non pas dans les bacs mais à côté des bacs, on constate une amélioration du dispositif, mais c'est une affaire de pédagogie et de surveillance. Vous avez évoqué aussi les dépôts en forêt. Il faut savoir que les Bellifontins peuvent signaler ces dépôts sur l'application Tel My City, et il y a un souci particulier qui est fait grâce au comité forêt d'exception, ce comité de pilotage qui se réunit régulièrement, et j'ai pu obtenir des chiffres récents. C'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même, par l'action de l'ONF, l'action de sensibilisation, différentes opérations comme le nettoyage des abords des massifs forestiers à bord de lisières, où chaque année 110 bénévoles participent en moyenne à cette opération. On a pu constater depuis 2018 une baisse assez significative du nombre de dépôts. En 2018, il y avait 111 dépôts, et en 2022, alors certes à mi-année, on en est à 45 dépôts. C'est toujours trop, toujours 45 dépôts de trop, on est d'accord, mais c'est vrai que les actions de sensibilisation et de répression commencent à porter leurs fruits. Et je n'ai pas parlé des opérations d'installation de caméras pour prendre en photo sur des sites particulièrement identifiés les fauteurs de troubles et ceux qui commettent des infractions. Sur les déjections canines, c'est assez inadmissible en effet de considérer le trottoir comme un lieu de déjection pour nos petits animaux de compagnie. Néanmoins, on constate qu'il faut répéter et répéter sans cesse par des campagnes de sensibilisation. Donc une prochaine campagne est en préparation. On va renouveler l'opération pour dire aux propriétaires que le trottoir n'est pas fait pour ça. Et oui, ça coûte de l'argent public de le répéter, de nettoyer. Il y a comme ça des choses assez, en termes d'efficacité des politiques publiques, ce serait intéressant effectivement de voir combien coûte ce non-respect du civisme de la part des propriétaires. On sait les rues les plus impactées. Alors ça va vers le parc, mais aussi vers les rues Saint-Méry, Saint-Honoré ou l'hypercentre. Et il y a des actions de surveillance et de nettoyage 4 fois par semaine, puisque les équipes passent à pied dans ces secteurs-là pour essayer de surveiller évidemment la propreté des espaces. Concernant la sécurité, de façon plus large et pour pointer ce sujet, on avait déjà évoqué ensemble le sujet de développer l'implantation des caméras de vidéoprotection. Donc on a fait des demandes de subventions, qui précèdent la mise en place du projet qu'on a en tête. Donc on a fait une demande de participation auprès de la région Île-de-France et du département de Seine-et-Marne. On va voir en fonction des réponses quel sera le montant qui nous permettra d'être accompagnés sur ce projet qu'on avait estimé à plus d'1 million d'euros. Et l'objectif de ce dispositif complémentaire, c'est d'améliorer les implantations existantes, puisqu'actuellement nous avons 37 caméras, et l'objectif est de passer à 72 caméras, avec donc 35 nouvelles caméras qui permettront de surveiller les sites d'établissements d'enseignement, 12 espaces publics, 4 équipements culturels, 3 sites sportifs et 4 sites cultuels. Et évidemment la surveillance de la voirie, la voie publique, les entrées-sorties de ville, et tout ce qui est aussi infraction au stationnement, puisque ces caméras, pour certaines, seront dotées de lecture de plaques qui nous permettra de faciliter le respect du stationnement et de la durée du stationnement en ville. Donc une ambition assez forte sur ce sujet. On a l'occasion de préciser ce déploiement lorsque l'on aura plus de lisibilité sur les financements que nous aurons pu obtenir auprès de la région et du département, mais c'est en bonne voie. Voilà les éléments que je pouvais apporter à votre question, Monsieur Le Cerf. Il y avait une deuxième question, Monsieur Julien. Alors, je vais vous demander, Monsieur Julien, pardon, ce sera plus simple parce que ça permet d'entendre aussi à distance. Pardon, on regardera ce qui s'est passé sur ces problèmes de micro. Oui, je disais que depuis quelques mois, il y a des résidents du foyer résidence du foyer Lorraine qui s'interrogent sur le devenir de leur résidence. Or, des rumeurs fondées ou pas, mais
circulent, laissant les résidents dans une profonde inquiétude et une sensation de mal-être. Ce que j'ai rencontré, c'était ça. Alors, quels éléments précis pouvez-vous leur apporter pour rassurer toutes ces personnes sur le devenir éventuellement de cette résidence? Merci, Monsieur Julien. Je vais donner la parole à Isabelle Bolgère. Merci, Monsieur le maire. Alors, oui, en effet, Monsieur Julien, depuis 2017, donc c'est vraiment un projet qui date déjà de quelques années, il y a le projet des discussions qui sont en cours ou qui existent pour discuter de l'avenir de ces deux résidences autonomie, Lorraine et Rosa Bonheur, à Fontainebleau. Pourquoi ? Vous le savez, c'est parce que ces résidences les bâtiments ne sont pas la propriété de la ville. Et il y a à la charge de la ville des coûts d'entretien qui sont importants et des travaux sont nécessaires. Donc la question, il est légitime, de nouveau par souci de bonne gestion, de se poser la question est-ce que c'est essentiel pour la ville d'assurer cette prestation dans ces conditions-là ? Voilà. Donc des discussions existent depuis 2017. D'ailleurs, je renouvelle aussi, c'est des discussions qu'on a très librement au conseil d'administration du CCAS où siège M. Thomas. Donc c'est des rumeurs, ce n'est pas des rumeurs, puisque vous en entendez certainement parler par lui, puisqu'on a toujours évoqué le sujet très librement. Néanmoins, il n'y a absolument rien d'acté. Il n'y a absolument rien de concret. Voilà. Il y a eu des visites dans les bâtiments. Et pour ce faire, j'ai moi-même animé des réunions avec les agents des deux résidences afin de les informer de l'éventualité de visites de personnes qui pourraient représenter des groupes qui seraient intéressés, qui viendraient, c'était tout à fait normal de les informer. Il n'y avait absolument rien de plus. Eux aussi se posent des questions, évidemment, parce que dans le cas où nous céderions la gestion, il y aurait forcément une discussion aussi sur la situation des agents. Mais il n'y a absolument rien de concret aujourd'hui d'acté, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date, il n'y a même pas d'interlocuteur suffisamment précis et engagé. Donc nous n'avons absolument aucun élément précis et concret à partager avec les résidents. Néanmoins, je comprends tout à fait les interrogations, parce c'est un petit monde, il y a des choses qui se partagent et qui se voient. Mais je voudrais quand même souligner qu'il n'y a eu absolument aucune modification et aucun changement de l'organisation, des prestations et du travail qui est effectué dans les résidences. Les animations ont lieu exactement au même rythme, de la même façon, des travaux ont lieu, de rénovation, que ce soit dans les cuisines, les sols vont prochainement être faits, nous engageons les travaux sur la réfection de sol. La vie a suivi son cours tout à fait normalement, au-delà de la perturbation évidemment liée au Covid, période qui a évidemment impacté le fonctionnement des résidences, mais ce n'était que le fruit, ou déjà le fruit du Covid et les conséquences du Covid et pas d'autre chose. Donc nous maintenons tout à fait normalement la vie dans les résidences en poursuivant en parallèle une réflexion de fond sur la légitimité ou pas, le besoin, est-ce que c'est bien pour la ville et pour les résidents. Et je voudrais ajouter un dernier point. Tout état de cause, les choix qui seront faits par la ville seront les choix de la poursuite d'une activité, d'une résidence autonomie à vocation sociale. C'est un critère de base et qui fait partie de la réflexion. Voilà. Donc je comprends tout à fait, j'en suis tout à fait consciente des petites interrogations que ça peut poser pour les résidents. Néanmoins, il n'y a pas de modification de leur vie de tous les jours, il n'y a pas de modification de fonctionnement et aucune décision ne sera prise. Et bien évidemment, dès qu'il y aura ou s'il y avait des informations concrètes, précises et des avancées chiffrées, des dates, etc., il serait bien évidemment informé, et je m'y engage tout particulièrement. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, je pense que je pense que oui, le jour où vous aurez tous des éléments, ils seront contents et rassurés surtout parce qu'il y a des questions. Est-ce qu'on va nous augmenter ? Est-ce que il y a certaines personnes qui pensent même déjà de partir. Vous voyez, on m'a dit mais je vais chercher quelque chose ailleurs. Bon, ils l'ont pas fait, mais vous voyez jusqu'où ça va. Donc, je pense que quand vous aurez des éléments, ça rassurera. C'est promis. Voilà.
Merci. Rappelons quand même que ce bâtiment est propriété des foyers de Seine-et-Marne, que les foyers de Seine-et-Marne ont été rachetés par Croix-Rouge Habitat et que c'est bien avec cet acteur que nous sommes actuellement en train de regarder le sujet. Deuxième chose à préciser, c'est qu'il n'y a pas de risque. Il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude, il n'y a pas de risque sur le service, pas de risque non plus pour les agents qui y travaillent, puisque s'il y a transfert, il y aura reprise du personnel. Donc c'est important effectivement de rassurer les uns et les autres, que ça ne parte pas dans tous les sens, surtout que, comme l'a dit Isabelle, on cherche à avoir les contenus précis de ce projet, et dès qu'on a des éléments, on viendra évidemment les expliquer à tous les résidents des foyers. Mais on maintient notre ambition d'avoir un service de ce type au niveau de la ville, apporté au niveau de la ville. Il n'y a pas d'autre, Monsieur Julien ? Non, c'est bon, je pense qu'on est rassuré. Très bien. Merci. Donc, on a été au bout de ce conseil municipal. Avant de vous laisser partir et de vous souhaiter une bonne soirée, je vous précise que le prochain conseil se tiendra le 12 décembre à 19h30 et que dans les prochaines semaines, nous tâcherons de vous transmettre le calendrier 2023 puisqu'on va très vite se retrouver sur les dates de 2023. Voilà, merci à tous, très bonne soirée et au 12 décembre.